Voltaire. Voici un écrivain qui a en somme dominé et modelé son temps. On a souvent dit que, de même que le XVIIe siècle avait été le siècle de Louis XIV, le XVIIIe siècle était le siècle de Voltaire. Eh bien, en somme, c'est assez vrai. En un temps où se prépare une révolution qui va transformer la France et le monde, Voltaire a été l'un des artisans, peut-être inconscients, de cette révolution. En un temps où la science conquiert les esprits, Voltaire est, non pas un savant bien sûr, mais tout de même un homme qui comprend la science et un merveilleux vulgarisateur. En un temps où une bourgeoisie critique se révolte contre l'inégalité et l'intolérance, Voltaire est un des adversaires les plus farouches et de l'inégalité et de l'intolérance. On peut dire, en somme, qu'il a dominé son temps parce qu'il l'a incarné. Il y a dans l'histoire des hommes un nombre fort petit de ces grands vieillards qui ont été non pas seulement des écrivains mais des prophètes. Après tout, qui peut-on citer? Hugo, Tolstoï, peut-être Zola, mais certainement Voltaire. L'image que nous conservons de lui, celle du Voltaire de Houdon, celui qui est au foyer de la Comédie Française, l'image de ce vieillard décharné, au visage pointu, aux sourcils moqueurs, assis dans son fauteuil de marbre, cette image-là est aussi célèbre en Amérique qu'en Europe. Mort depuis près de 200 ans, Voltaire continue de représenter l'un des aspects vivants de l'esprit. On peut parler de Voltaire au présent. On dit d'un homme qu'il est voltairien ou qu'il ne l'est pas. Il garde même des ennemis assez vindicatifs pour qu'une statue de lui ait été récemment maculée. Mais il garde aussi des millions d'amis. Dans le cas de Voltaire, comme dans celui de Tolstoï, rien, ni dans la naissance, ni dans l'éducation, ne permettait de prévoir que ces jeunes hommes deviendraient un jour des génies populaires. Pourquoi Voltaire? Il était le fils d'un notaire de Paris qui s'appelait Arouet, par conséquent il appartenait à une bourgeoisie riche. Il avait été élevé au collège Louis-le-Grand par les pères jésuites qui avaient tout de suite apprécié sa compréhension des grands classiques. Bien sûr, il était un peu frondeur. À Louis-le-Grand, on allumait les poêles que lorsque l'eau était gelée dans les bénitiers. Alors le jeune Voltaire allait dans la cour ramasser des glaçons et les jeter dans les bénitiers, ce qui est une assez bonne préfiguration de son destin. Pourtant, les pères lui pardonnaient tout. Comment n'aurait-il pas aimé un enfant prodige qui, à 12 ans, composait déjà des vers faciles et élégants? Quand Louis XIV meurt, en 1715, il faut se représenter un jeune homme de 19 ans, un peu frêle pour l'amour, mais qui tout de même a une maîtresse pour faire comme tout le monde, qui vit dans le milieu voluptueux et débauché des grands seigneurs de la Régence, qui écrit une tragédie, Oedipe, encore pour faire comme tout le monde, et aussi des satires, des épigrammes. Voltaire traite en égaux les nobles personnages qui l'entourent. Il leur dit, en se mettant à table, « Sommes-nous ici tous princes ou tous poètes ?» Il ne connaît pas encore l'insolence et la dureté des grands. 1715, qu'était alors la France? Louis XIV et son équipe de grands hommes avaient fait d'elle la reine, en somme incontestée, du goût, des arts, de la littérature. Tous les rois de l'Europe copiaient Versailles, toute l'Europe parlait français, et pourtant le vieux monarque fut peu regretté. Il avait beaucoup guerroyé, beaucoup dépensé. Le duc d'Orléans, régent pendant la minorité de Louis XV, n'était pas, comme dit Saint-Simon, payé pour le pleurer. Paris respirait dans l'espoir de quelques libertés. Dans ce premier moment, on crut pouvoir tout dire. On fit sur l'Ancien Régime des pamphlets et des chansons. Voltaire en écrivit, on lui en prêta qu'il n'avait pas écrit. Si l'homme est créé libre, il doit se gouverner. Si l'homme a des tyrans, il doit les détrôner. Le régent n'était pas un méchant homme, mais il signait à la légère des lettres de cachet. Il en signa une pour mettre Voltaire à la Bastille. Un nom de forteresse pour quelques méchants vers, et cela sans jugement,
Vraiment, la punition était sévère, et l'on peut imaginer les réflexions utiles que fit sur les formes de la justice ce jeune homme si vif, enfermé entre des murs de 10 pieds d'épaisseur. Le régent le libéra et le reçut en riant. Monseigneur, lui dit Voltaire, je trouverais très doux que Sa Majesté daignât à l'avenir se charger de ma nourriture, mais je supplie votre Altesse royale de ne plus se charger de mon logement. Cela dit, la chose finie, il n'y pensa plus, on avait joué son Oedipe, il était reçu dans les maisons nobles, partout il riait, dansait, plaisantait, et l'on riait de ses plaisanteries, et il avait l'impression qu'il était de nouveau heureux. Corrige le valet, mais respecte le maître. Le réveil fut dur et brutal. Un jour, comme il était chez le duc de Sully, qui l'honorait de son amitié, un chevalier de Rohan-Chabot demanda quel était ce petit roturier qui se permettait de lui répondre avec tant d'assurance. Monsieur le chevalier, dit Voltaire, c'est un homme qui ne porte pas un grand nom, mais qui honore le nom qu'il porte. Quelques jours plus tard, il était à nouveau chez le duc de Sully, quand on le fit demander à la porte. Il descendit, vit là un fiacre, deux hommes passèrent leurs bras par la portière du fiacre, saisirent Voltaire et lui assénèrent sur les épaules une volée de coups de bâton. À côté du fiacre était le chevalier de Rohan-Chabot qui disait « Ne frappez pas à la tête, car il en peut sortir quelque chose de bon. » Et la foule assemblée criait « Ah, quel bon seigneur !» Voltaire, meurtri, les vêtements en désordre, remonta chez le duc de Sully. Il était blessé, vexé, il voulait provoquer en duel le chevalier, mais un aristocrate ne se battait pas avec un roturier, et Voltaire fut de nouveau mis à la Bastille. Donc, il avait été battu, il n'avait pu obtenir justice, et c'était lui qu'on emprisonnait. En vérité, la France de la Régence était un aimable pays, mais difficilement habitable pour un homme libre. Cette fois d'ailleurs, Voltaire ne passa que quelques jours à la Bastille. L'affaire est importante, car elle acheva de faire de Voltaire un homme d'opposition. Pour les gens du temps, ce n'était qu'un incident, peut-être même assez comique. Mais aux yeux de Voltaire, c'était ce que ce serait pour nous aujourd'hui un scandale monstrueux. Il lui dut certainement une part de son génie. Il avait maintenant des passions violentes. L'inceste mythologique d'Oedipe, les exploits du roi Henri IV, tout cela, c'était de froids sujets qui ne pouvaient inspirer que de froids poèmes. Mais la folie du monde, l'injustice des hommes, le silence de Dieu, voilà qui pouvait exalter les sentiments forts, d'où surgirait un jour une œuvre de génie. Quitter le pays, lui avait-on dit, où aller? En Angleterre, bien sûr, cet heureux pays qui possédait un parlement élu et qui ignorait les lettres de cachet. Voltaire y avait des amis, Lord Bolingbroke, Horace Walpole, et il fut accueilli à Londres par un négociant, Mr. Faulkner, chez lequel il s'installa. Grâce à ce Faulkner, il connut le monde des marchands, il admira leur puissance, leur autorité. En leur compagnie, il prit le goût des affaires et il devait plus tard y réussir merveilleusement. Il rencontra Swift, il lut les voyages de Gulliver, ça lui ouvrit des horizons sur la possibilité d'écrire des satires originales du genre humain. Surtout, il vit l'enterrement de Newton et il constata la magnificence des honneurs qu'accordait l'Angleterre à un savant. Vraiment, cette grandiose cérémonie formait un contraste saisissant avec la Bastille et les coups de trique seigneuriaux. Quand il revint en France, à 35 ans, il avait appris beaucoup de choses. D'abord, qu'il est possible de gouverner un pays sans emprisonner les gens qui ne pensent pas comme vous. Ensuite, que le commerce est une opération honorable, qu'on peut y faire fortune rapidement, ce à quoi il s'empressa. Et enfin, qu'on peut concevoir
un théâtre plus réaliste que nos tragédies classiques. Naturellement, il ne voulait pas imiter Shakespeare, qu'il jugeait grossier, brutal, mais dès son retour en France, il écrivit une Zaïre et un Brutus qui allèrent au nu. Et puis, il composa des lettres philosophiques sur les Anglais qu'il fit imprimer secrètement à Rouen, et où il exposait la philosophie de Locke, la science de Newton et la puissance du Parlement. Texte bien inoffensif, et pourtant, dès que ces lettres parurent, elles furent saisies et brûlées par la main du bourreau dans la cour du palais. C'était à peu près aussi extravagant que si aujourd'hui on faisait brûler par l'exécuteur des hautes œuvres un livre où il serait traité des théories d'Einstein, du théâtre de Pirandello et de la constitution des soviets. Il est très gênant d'avoir la vocation de l'apostolat quand on n'a pas celle du martyr. Voltaire souhaitait penser librement, mais pas du tout vivre à la Bastille. Il devenait donc nécessaire pour lui de séjourner loin de Paris et peut-être d'accepter le calme si peu voltairien des prairies et des forêts. Or, il avait rencontré et séduit une grande dame très savante, Madame du Châtelet. À la fois érudite et sensuelle, ce qui est un mélange agréable, elle avait 27 ans. Voltaire en avait 39 et se jugeait alors très vieux. Et il l'écrivait à celle qu'il appelait la divine Émilie: « Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours, au crépuscule de mes jours, rejoignez, s'il se peut, l'aurore. » Cette marquise du Châtelet possédait à quelques pas de la Lorraine, où il serait facile de chercher refuge en cas de danger, la terre de Cirey-sur-Blaise. Le marquis du Châtelet ne jouait aucun rôle, la marquise offrit à Voltaire de se cacher auprès d'elle dans ce château. Voltaire accepta et il y passa 14 ans de retraite, mais non de solitude. Voltaire ayant fait construire à Cirey un laboratoire, des visiteurs éminents, géomètres, physiciens remplissaient toujours la maison. Ils y étaient accueillis par la divine Émilie, par l'idole qui était Voltaire lui-même, quelquefois même par le marquis du Châtelet, époux discret, surnommé le bonhomme. La vie était merveilleusement remplie, on soupait dans la galerie de physique parmi les sphères et les instruments, puis les uns comme spectateurs, les autres comme acteurs, passaient dans le petit théâtre qui existe encore dans les combles de Cirey et que nous y avons redécouvert. Là, on donnait de petits concerts, puis on parlait politique, science ou poésie. Souvent, le ton montait, la divine Émilie est tyrannique, Voltaire est rebelle, il sort, on parlemente, on boude, on se raccommode, Voltaire se remet à table, puis, après le dîner, s'il est de bonne humeur, il donne lui-même la lanterne magique. Là, il est admirable, il introduit les jésuites, Rousseau, il s'amuse tant qu'il renverse la lampe, voilà sa main brûlée, il se trouve mal, se ranime pour proposer un spectacle de marionnettes, ou une comédie, ou une tragédie, il distribue 20 manuscrits, il faut se friser, s'agiter, répéter, hélas, que le temps est court. Ici se place un épisode conformiste. Voltaire et Madame du Châtelet vont quitter Cirey pour se rendre à la cour de France. Pourquoi le font-ils et surtout pourquoi la cour est-elle maintenant prête à accueillir Voltaire? Pour deux raisons. D'abord, Voltaire est devenu, par correspondance puis par visite, l'ami du roi Frédéric de Prusse. Or, la cour de France a besoin de Frédéric, on se dit que Voltaire pourrait peut-être servir d'intermédiaire. Ensuite, Madame Lenormand d'Étiolles, protectrice des gens de lettres, amie personnelle de Voltaire, est devenue la maîtresse de Louis XV. Elle sera bientôt marquise de Pompadour. Voltaire le lui écrit d'ailleurs: « Et quoi, charmante Pompadour, car je puis vous donner d'avance ce nom qui rime avec l'amour. » Assurée d'avoir une protectrice à la cour, assuré aussi d'y avoir du travail car on lui propose d'écrire un divertissement pour le mariage de la dauphine, de devenir l'historiographe du roi, il s'y rend. Cela ne dure pas très longtemps. Très vite il se lasse d'être le baladin des rois et des dauphines, il parle trop, il sent qu'il a trop parlé, il a vraiment trop d'esprit pour être courtisan. Une fois encore, il dut s'enfuir et se réfugier avec la divine Émilie dans une petite cour d'opposition, celle de la duchesse du Maine.
Cette princesse du sang vivait au château de Sceaux, entourée de philosophes. Là, par crainte de la Bastille, Voltaire dut se cacher dans un appartement dérobé, d'où il ne sortait que pour souper avec la duchesse du Maine. Quelquefois, en sortant de table, il lisait à haute voix un conte ou un court roman qu'il avait écrit dans la journée pour amuser son hôtesse. L'étonnant est qu'il se refusa longtemps à laisser imprimer ces contes qui font aujourd'hui sa gloire. Il disait que de tels récits ne méritaient pas d'être publics. Ainsi furent composés Micromégas et bien d'autres chefs-d'œuvre, écrits dans un style allègre et ravissant. Dans une de ces planètes qui tournent autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit. Il s'appelait Micromégas, nom qui convient fort à tous les grands. Il avait 8 lieues de haut. Vers les 450 ans, au sortir de l'enfance, il se mit à voyager de planète en planète pour achever de se former l'esprit et le cœur, comme l'on dit. Micromégas, après avoir bien tourné, arriva dans le globe de Saturne. Il y a une étroite amitié avec le secrétaire de l'Académie de Saturne, homme de beaucoup d'esprit. Combien les hommes de votre globe ont-ils de sens? Nous en avons 72, dit l'académicien, et nous nous plaignons tous les jours du peu. Je le crois bien, dit Micromégas, car dans notre globe, nous en avons près de 1000. Et il nous reste encore je ne sais quel désir vague, je ne sais quelle inquiétude, qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de choses et qu'il y a des êtres beaucoup plus parfaits. Lorsque Voltaire apprit que sa retraite de Sceaux avait été découverte, il décida de repartir avec Madame du Châtelet pour Cirey-sur-Blaise. Mais cette fois, le séjour finit très tristement. Près du château de Cirey, il y avait à Lunéville une petite cour, la cour de Lorraine, celle du roi Stanislas Leczinski, ancien roi de Pologne. Les deux amants furent invités à la cour, et là, Madame du Châtelet rencontra un jeune capitaine beau et ardent qui se nommait Saint-Lambert. Un jour, Voltaire, entrant dans une chambre sans avoir frappé, trouva sur un divan Madame du Châtelet et Saint-Lambert qui parlaient de toute autre chose que de philosophie. Voltaire poussa des cris. Il était beaucoup moins attaché à Madame du Châtelet qu'autrefois, puisqu'il avait commencé lui-même à aimer sa nièce, Madame Denis, mais néanmoins il avait été choqué et peiné. Madame du Châtelet lui dit « Mais mon ami, j'ai cherché à ménager vos forces, vous me disiez que vous étiez fatigué. » Voltaire, magnanime, dit à Saint-Lambert « Je vous pardonne, c'est oublié. » Malheureusement, Saint-Lambert avait fait un enfant à Madame du Châtelet, elle avait 44 ans, elle mourut en mettant au monde une petite fille. Voltaire fut désespéré, mais il avait, comme tant de grands hommes, la mobilité d'âme d'un enfant. Il se consola et trouva même encore des forces pour consoler Monsieur du Châtelet. Ici se place un épisode capital, le séjour de Voltaire à la cour de Prusse. Séjour très important parce qu'il met en lumière une illusion qui était d'ailleurs commune à Voltaire et à Diderot, la croyance au despote bienveillant. Voltaire aimait à croire que Frédéric II serait un tyran éclairé, comme Diderot voulait que Catherine de Russie fût une impératrice philosophe. L'idée de république ne devait vraiment entrer dans les esprits qu'avec la Révolution américaine, qui prouva pour la première fois que le gouvernement d'un peuple par un peuple, pour un peuple, est une chose possible. Voltaire allait dans sa vieillesse, comme nous allons le voir, être un champion farouche de la liberté de penser, et plus généralement de toutes les libertés, mais cet adversaire de la monarchie restait monarchiste. Il voulait des réformes, mais il croyait qu'un roi philosophe pourrait les appliquer mieux que toute autre forme de gouvernement. Comme on pouvait s'y attendre, Frédéric II ne justifia pas ses espérances. Les débuts furent parfaits, le roi vint recevoir le poète à la porte de son carrosse, on joua les tragédies de Voltaire à la cour de Prusse, il reçut la croix du mérite, la clé de chambellan, une pension, mais très vite
tout se gâte. Il y avait à Berlin un savant français, Maupertuis, qui, sur le champ, combattit Voltaire, son compatriote et plus célèbre que lui. Voltaire n'était pas homme à se laisser attaquer sans riposter. Il composa contre Maupertuis un pamphlet extrêmement cruel intitulé « La diatribe du docteur Akakuya ». Frédéric, qui protégeait Maupertuis, fit saisir et brûler le livre. Décidément, les mœurs des rois philosophes ressemblaient diablement à celles des rois tyrans. Voltaire, reconduit à la frontière par des gendarmes, envoya au roi sa clé de chambellan et sa croix du mérite, avec ces vers: « Je les reçus avec tendresse, je vous les rends avec douleur, comme un amant jaloux dans sa mauvaise humeur rend le portrait de sa maîtresse. » Et oui, une fois de plus. Maintenant, Voltaire a compris. Aucune police royale ne lui permettra de dire tout ce qu'il pense et de publier tout ce qu'il veut. Avec ses deux nièces, Madame Denis et Madame de Fontaine, il prend le chemin de la Suisse. Il arrive à Genève en décembre 1754. Il achète à Genève une charmante propriété qu'on appelait sur Saint-Jean. Pour ne pas se mettre sous le patronage d'un saint, il la rebaptise les Délices. Cependant, les délices sont de courte durée. Dès que Voltaire construit chez lui un théâtre et y fait jouer des tragédies, on prêche contre lui dans les temples genevois. Il écrit, pour l'encyclopédie de ses amis Diderot et d'Alembert, un article sur Genève. Oh, alors c'est une tempête de clameurs. L'aventure lui a montré que Genève n'est après tout pas plus philosophe que Paris. Il achète donc le château de Ferney et se trouve établi dans une position stratégique inexpugnable. J'appuie ma gauche au Jura, ma droite aux Alpes. Un beau château sur les limites de la France, l'ermitage des Délices sur le territoire de Genève, une bonne maison à Lausanne. Rampant ainsi d'une tanière à l'autre, je me sauve des rois et des armées. Le Voltaire de Ferney est le Voltaire de la légende. Le spirituel vieillard qu'a fixé le sculpteur, maigre, souriant, plié, mais plié comme un ressort, prêt à bondir. C'est le vrai Voltaire parce que c'est enfin le Voltaire libre. Jusqu'alors, qu'a-t-il été? Un brillant écrivain, sans doute, mais non pas une puissance spirituelle. Désormais, la lutte pour la liberté de l'esprit, dans la France et dans le monde entier, c'est lui qui l'amènera de sa retraite. Pendant 20 ans, de ce château en apparence isolé, s'abat sur l'Europe un torrent de brochures, de pamphlets imprimés sous 1000 noms, saisis, désavoués, lus, admirés par toutes les têtes pensantes du temps. Pendant 20 ans, à Ferney, Voltaire se dit mourant. Or, jamais homme jeune ne fut plus actif que ce moribond. La retraite de Ferney était fort peuplée, les deux nièces, un secrétaire, un jésuite, le père Adam. Au fond, il avait gardé quelque tendresse pour les pères qu'il avait si joliment élevés. Le père Adam faisait chaque jour la partie d'échecs de Voltaire et lui disait sa messe, car il avait construit une chapelle avec cette inscription « Deo erexit Voltaire », deux grands noms, disaient les visiteurs. Mais à la faveur de ce conformisme dans sa conduite, il se permettait de grandes hardiesses dans son dictionnaire philosophique. Voyons si tu sais ton catéchisme. Pourquoi pries-tu Dieu? C'est qu'il est juste d'adorer l'être suprême de qui nous tenons tout. Pas mal pour un barbare. Et que lui manques-tu? Je le remercie des biens dont je jouis et même des maux dans lesquels il m'éprouve. Mais je me garde bien de lui rien demander, car il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. Et je craindrais d'ailleurs de demander du beau temps, quand mon voisin demanderait de la pluie. Ah, je me doutais bien qu'il finirait par dire quelque sottise. Reprenons les choses de plus haut. Barbare, qui t'a dit qu'il y a un Dieu? La nature entière. Ça n'est pas suffisant. Quelle idée as-tu de lui? L'idée de mon créateur, de mon maître, qui me récompensera si je fais le bien et qui me punira si je fais mal. Non, ce n'est pas là ce que je te demande. Quelle est sa nature? D'être puissant et doux. Mais est-il corporel ou spirituel? Comment voulez-vous que je sache? Quoi?
Tu ne sais pas ce que c'est qu'un esprit? Pas le moindre mot. À quoi ça servirait-il? En serais-je plus juste? Serais-je meilleur mari, meilleur père, meilleur maître, meilleur citoyen? Il faut absolument apprendre ce que c'est qu'un esprit. Écoute, je te dirai ça une autre fois. J'ai peur que vous me disiez moins ce qu'il est que ce qu'il n'est pas. Permettez-moi de vous faire à mon tour une question. Pourquoi peignez-vous Dieu avec une grande barbe dans vos temples? Ah, c'est une question très difficile et qui demande des instructions Avant préliminaires. de recevoir vos instructions, il faut que je vous conte ce qui m'est arrivé un jour. Au bout du jardin, j'entendis une taupe qui résonnait avec un hanneton sur un cabinet que j'avais fait bâtir. Voilà une belle fabrique, disait la taupe. Il faut que ce soit une taupe bien puissante qui ait fait cet ouvrage. Vous vous moquez, dit le hanneton. C'est un hanneton tout plein de génie qui est l'architecte qui a fait ce bâtiment. Depuis ce temps-là, j'ai résolu de ne jamais discuter. On comprend que la Troisième République en France ait honoré Voltaire comme un de ses sages. À Ferney, Voltaire travaillait de 5 heures du matin à 10 heures du soir. Travaux littéraires surtout, bien sûr, travaux d'un journaliste génial, mais aussi il bâtissait, il plantait, il faisait l'agriculture, il construisait des logements pour les cultivateurs, il créait des industries, une petite usine de bas de soie entre autres, tout l'amusait. Les seuls hôtes de Ferney qu'il ne pouvait supporter étaient les bœufs. Il marchait trop lentement. Il attirait chez lui des horlogers excellents et vendait ses montres dans toute l'Europe. J'ai mis l'abondance où était la misère, pouvait-il dire. C'était vrai. Le soir, on jouait la comédie, ou bien l'on contait des histoires de voleurs. Mesdames, commençait Voltaire, il était une fois un fermier général. Ma foi, j'ai oublié le reste. Patrie. Lequel vaut le mieux? Que votre patrie soit un État monarchique ou un État républicain? Il y a 4000 ans que l'on agite cette question. Demandez la solution aux riches, ils aiment tous mieux l'aristocratie. Interrogez le peuple, il veut la démocratie. Il n'y a que les rois qui préfèrent la royauté. Comment est-il donc possible que presque toute la terre soit gouvernée par des monarques? Demandez-le aux rats qui proposèrent de pendre une sonnette au cou du chat. Mais en vérité, la véritable raison est, comme on l'a dit, que les hommes sont très rarement dignes de se gouverner eux-mêmes. Il est triste que souvent, pour être bon patriote, on soit l'ennemi du reste des hommes. Être bon patriote, c'est souhaiter que sa ville s'enrichisse par le commerce et soit puissante par les armes. Il est clair qu'aucun pays ne peut gagner sans qu'un autre perde, et qu'il ne peut vaincre sans faire des malheureux. Telle est donc la condition humaine, que souhaiter la grandeur de son pays, c'est souhaiter du mal à ses voisins. Celui qui voudrait que son pays ne fût ni plus grand, ni plus petit, ni plus riche, serait le vrai citoyen de l'univers. Le chef-d'œuvre de Ferney, ce n'est pas le dictionnaire philosophique. C'est un petit roman, Candide, qui a fait le tour de la Terre et qui méritait de le faire. Candide a pour objet de ridiculiser l'optimisme béat. Des philosophes comme Leibniz avaient dit « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Rien n'irritait plus Voltaire. Il avait observé les hommes et non vraiment ce monde des bûchers, des guerres, des épidémies, n'était pas le meilleur des mondes possibles. En 1755 eut lieu le tremblement de terre de Lisbonne. Catastrophe terrible qui détruisit toute une capitale, où 20 000 personnes trouvèrent la mort. Voltaire en fut bouleversé, comme nous avons pu l'être nous-mêmes
par la catastrophe d'Hiroshima ou par celle d'Agadir. Candide assistait au tremblement de terre de Lisbonne. Et puis, il voyageait dans toute la terre, comme l'avait fait Voltaire lui-même. Il trouvait partout, comme Voltaire, la cruauté, le fanatisme, la sottise. Et il en arrivait à conclure que le dernier mot de toute chose, c'était « cultivons notre jardin ». Cultivons notre jardin, c'est-à-dire le monde est cruel, les rois se battent, les églises se déchirent, la terre tremble, le ciel foudroie. Faisons de notre mieux notre action quotidienne, fabriquons des montres et des bas. C'est la philosophie de l'ingénieur, c'est une philosophie anti-romantique qui fait que Candide, tout en étant un roman pessimiste, est en réalité le plus tonique des livres. Je sais, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis ut operare tureum pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein, chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était à la vérité bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière. Paquette broda, la vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide, « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistachs. » Cela est bien dit, répondit Candide. Mais il faut cultiver notre jardin. Cependant, Voltaire a aussi une autre morale, plus haute, qui fait de lui, au sens moderne, un écrivain engagé. Cette morale lui commande de se compromettre pour défendre les victimes du fanatisme et de l'intolérance. Et malheureusement, en ce siècle des Lumières, en cet âge de raison, des folies criminelles déshonorent la justice. En 1761, un négociant protestant de Toulouse, Jean Calas, est accusé sans preuve d'avoir assassiné son fils. Il subit les tortures de la question, fut roué et brûlé en disant « Je meurs innocent ». Voltaire fit son enquête personnelle, acquit la certitude de l'erreur judiciaire et pendant 4 ans se consacra à la réhabilitation de Calas. Il finit par obtenir la révision du procès Calas malgré les dévots. Ceux-ci soutenaient que mieux valait laisser croire à la culpabilité d'un calviniste innocent que de mettre en doute l'infaillibilité des juges. Enfin, le Parlement de Paris cassa l'arrêt de Toulouse. Une foule immense applaudit cette victoire de la vérité. L'affaire Calas et d'autres semblables, celle de Sirven, celle du Chevalier de la Barre, firent plus pour la gloire populaire de Voltaire que ses meilleurs ouvrages. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que sur le même bûcher que le jeune Chevalier de la Barre, on brûla le dictionnaire philosophique de Voltaire. Sa campagne contre le fanatisme n'était ni sans danger, ni sans courage. Mais il y gagne l'affection des foules. C'est une force pour un écrivain que de vivre vieux. Voltaire, à 80 ans, est devenu le patriarche de l'Europe. Il n'est plus considéré comme un homme, mais comme un symbole. Lorsque les philosophes à Paris ouvrent une souscription pour lui élever une statue, 4 souverains souscrivent. L'empereur de Russie, le roi de Prusse, le roi de Pologne et le roi de Danemark. Voltaire dit « J'ai brelan de roi 4e ». Il pose toute la journée pour le sculpteur Pigalle, puis il travaille toute la nuit. Le lendemain, il est épuisé.
Mais comment cesser de lutter, de construire, d'agir? La vie est un enfant qu'il faut bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il y a 80 ans qu'il n'a plus qu'un instant à vivre et cet instant est terminé. Il est mourant, peut-être même est-il mort, il a oublié de se faire enterrer. Le dernier acte de cette grande vie fut un voyage triomphal à Paris. Pourquoi ce voyage à 83 ans? Parce que ses amis de l'encyclopédie souhaitaient le voyage, parce que la Comédie Française devait jouer une pièce de lui, Irène. Il eut à Paris une réception à laquelle on ne peut comparer que celle de Victor Hugo revenant d'exil. Paris ne parlait plus que de lui. Il logeait chez Madame de Villette sur le quai qui est aujourd'hui le quai Voltaire. Les députations se succédaient, l'Académie encore vint le saluer. Benjamin Franklin amena son petit-fils, pour lequel il demanda la bénédiction de Voltaire. Le vieillard, en robe de chambre et bonnet de nuit, étendit sa main et dit « Dieu, liberté, tolérance ». Par cette rencontre du déisme et de la démocratie, la Révolution française s'annonce. Quand l'auteur d'Irène traversa la ville pour se rendre à la Comédie Française, Paris devint fou. À son entrée, tout le public se leva en criant « Vive Voltaire, gloire aux défenseurs de Calas ». Sur la scène était une statue du poète que tous les comédiens couronnèrent de lauriers. Enfin la foule le ramena chez lui, les femmes le portant presque dans leurs bras. « Vous voulez donc, mesdames, disait-il, me faire mourir de bonheur ?» Il mourut en effet, quelques semaines plus tard. Mais les existences qui ont fait un si grand bruit sur terre ne s'endorment pas tout de suite dans le silence du tombeau. 7 ans après sa mort, une révolution que Voltaire avait préparée sans le savoir, le traita en prophète. La Bastille, où il avait été enfermé, fut détruite. En 1791, ses cendres furent portées au Panthéon. Elles furent plus tard profanées en 1814, au temps de la première Restauration. Il semble que l'alternance adoration-profanation soit un élément permanent de la gloire de Voltaire. Pourquoi, parmi tant de grands auteurs du XVIIIe siècle, pourquoi, malgré Jean-Jacques Rousseau, malgré Diderot, Voltaire reste-t-il le plus illustre? Peut-être parce que de ce siècle léger et raisonnable, scientifique et mondain, européen et surtout français, conservateur et révolutionnaire, Voltaire, qui a été à lui seul un peu tout cela, donne l'image la plus complète. Peut-être parce que, dans Candide, il annonce l'homme moderne et la sagesse de l'ingénieur. Et peut-être, enfin, parce que les voltairiens, ses disciples, considèrent que leur maître a conquis pour eux la liberté de penser. Ajoutez qu'il a été parfaitement français au sens que les étrangers donnent à ce mot. Le reste de la planète a toujours aimé les écrivains français qui savent exprimer clairement des idées universelles. Ce mélange n'est pas toute la France, mais il en est une partie, et il y a toujours un peu de lui dans les meilleurs des Français. Enfin, Voltaire a été merveilleusement vivant, et les hommes qui craignent l'ennui plus encore que l'inquiétude sont reconnaissants à ceux qui les font vivre sur un rythme alerte et fort. Dans le déluge de poèmes, de brochures, de romans, qui, de Postdam, de Cirey, de Ferney, s'est abattu sur la France et sur le monde, il y avait du trivial et de l'excellent. Mais tout cela était allègre, vif, et au petit violon de M. de Voltaire, l'esprit des Français s'est animé.